Ma mère a jeté à la poubelle le cadeau d'anniversaire que ma fille avait mis des mois à fabriquer, de ses propres mains. Ma fille de 19 ans a passé 7 mois à sculpter une œuvre d'art moderne, pour l'anniversaire de ma mère, afin d'exprimer tout son amour, et toute son admiration. Le lendemain, nous avons retrouvé cette œuvre dans une benne à ordures. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 9 jours plus tard, ma mère hurlait de panique. Alors, je n'avais pas commencé ma matinée en m'attendant à finir à l'intérieur d'une poubelle. Mais, vous savez quoi? La vie a le don de vous surprendre. Parfois, c'est un bouquet de fleurs surprises. Parfois, c'est l'œuvre d'art de votre enfant, gisant dans une flaque de peau de banane noire, et de quelque chose à la couleur de viande suspecte. Devinez sur quoi je suis tombé? La journée avait bien commencé. Trop bien. Vous savez, ce calme étrange avant que tout ne s'effondre? C'était moi, garant ma voiture dans l'allée de ma mère, avec l'optimisme naïf de quelqu'un qui croit encore à la logique, et à une réalité partagée. J'étais là pour l'aider à ranger, après sa grande fête pour ses 65 ans. La célébration avait eu lieu la veille. C'était élégant, dramatique, plein de bavardage du monde de l'art, et il n'y avait, finalement, que très peu de gâteaux. Je n'étais pas resté longtemps. Ma fille, Ivy, était l'événement principal, en ce qui me concernait. Elle était arrivée avec sa sculpture emballée comme une relique sacrée. Des mois de sa vie, sculptée et poncée pour donner une forme, ses nerfs vibrants comme des fils électriques. Je me souviens encore de ses mains qui tremblaient, au moment de la lui remettre. Elle avait aussi donné à ma mère une lettre, une vraie lettre, avec des mots comme « admiration »,« gratitude » et « merci de m'avoir inspiré ». Cela aurait dû être un grand moment. Cela aurait dû signifier quelque chose. Mais quand je suis entré dans le salon de ma mère, le lendemain matin, la seule chose exposée était un dessin au crayon de couleur de mon neveu de 10 ans, Noah. On y voyait une maison bancale, un soleil de la taille de Jupiter, et un bonhomme allumette qui, je suppose, devait représenter grand-mère. C'était encadré. Oui, vraiment encadré. Sous verre. Accroché à hauteur d'yeux. N'est-ce pas charmant? A dit ma mère, en me voyant le fixer. C'est audacieux, ai-je répondu. Elle rayonnait. Il a un sens de la forme tellement brute. Pour être honnête, ça ressemblait surtout à du poulet cru. Mais bien sûr, faisons semblant que l'enfant qui a, un jour, mangé un bâton de colle, est un prodige artistique montant. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Alors, ai-je dit, aussi nonchalamment que possible, où as-tu mis l'œuvre d'Ivy? Ma mère n'a même pas scié. Oh, je suis encore en train de décider où la placer. Pour l'instant, je l'ai rangée dans un endroit sûr. Tu sais à quel point c'était le désordre hier soir. J'ai hoché la tête, j'ai souri, je n'ai rien dit. Parce que, si j'avais dit ce que je pensais vraiment, j'aurais utilisé des phrases comme « tu te moques de moi » et « où diable est-elle » Mais j'essayais, vraiment, de ne pas tout gâcher. Je me disais que tout allait bien. Que la sculpture d'Ivy était probablement juste enveloppée dans du papier bulle, en attendant son heure. Et puis, je suis allé sortir les poubelles. C'était juste l'une de ces choses normales que l'on fait chez sa mère. Prendre un sac, aller dans le jardin, ouvrir la benne. J'aimerais pouvoir effacer de ma mémoire ce que j'ai vu ensuite. Là, à moitié submergé par de la laitue moisie, et quelque chose de rose qui avait pu être des crevettes autrefois, se trouvait un bord dentelé de terre grise. C'était une courbe que j'ai reconnue instantanément, car j'avais vu Ivy mouler cette courbe, encore et encore avec ses mains, la lissant jusqu'à ce qu'elle semble presque respirer. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non. Pas possible. J'ai lâché le sac poubelle, je me suis approché, j'ai ouvert le couvercle en grand, et elle était là. La sculpture. La sculpture d'Ivy. Écrasée entre une bouteille de champagne vide, et une assiette en carton déchirée, imbibée de graisse. Je me suis figé. Je sais qu'on dit ça parfois, mais là, c'était vrai. Mon corps a cessé de fonctionner. Mon esprit n'arrivait pas à suivre. Puis, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un battement horrible, animal. Car tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, Ivy ne peut pas voir ça. Elle ne doit jamais voir ça. Elle a donné son cœur à ma mère, et ma mère l'a jeté à la poubelle, littéralement. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus réfléchir.
Tout ce que je savais, c'était que je devais la sortir de là. J'ai tendu le bras, mais la sculpture était lourde, encombrante, enterrée sous des couches de déchets. J'ai tiré, mais elle ne bougeait pas. Alors, j'ai fait la seule chose qui me soit venue à l'esprit. Je suis monté dans la benne. Soyons clairs. Je suis une femme adulte. J'ai une carrière. Je paie des impôts. J'utilise de l'acide hyaluronique. Et pourtant, j'avais les genoux plongés dans le jus de poubelle, essayant de sauver l'âme de ma fille. L'odeur a été immédiate. Et violente. Un mélange de trahison fermentée, avec une note de tête de saumon périmée. Je m'en fichais. J'ai creusé, en serrant les dents, tenant maladroitement en équilibre alors que j'atteignais la base de la sculpture. Elle était souillée de nourriture, et de quelque chose de collant que je ne voulais pas identifier. Mais je l'avais. Je l'avais entre les bras. C'est alors que je l'ai entendu. Un rire. J'ai tourné la tête, et il était là. Noah, debout à 3 mètres de moi, son téléphone à la main, en train de filmer. Tata est dans la poubelle. A-t-il crié. Regardez, elle est vraiment dans les ordures. J'ai essayé de lui dire d'arrêter. Noah, non, pose ce téléphone. Trop tard. Il criait déjà vers la maison. Maman. Grand-mère. Venez voir ça. J'allais le supplier, quand j'ai entendu une portière de voiture claquer. Ivy. Ivy venait d'arriver. J'ai paniqué, j'ai serré la sculpture contre ma poitrine, et j'ai essayé de m'accroupir, comme si, d'une manière ou d'une autre, me cacher dans la benne me rendrait invisible. Ivy a tourné le coin de la maison, fronçant les sourcils à cause du bruit. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Puis, ses yeux se sont baissés sur ce que je tenais. Est-ce que c'est ? Je suis resté figé, couverte d'ordures, la terre entre mes bras. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ce n'est pas ce que tu crois, ai-je dit. Inutilement. Pathétiquement. Ivy s'est approchée. Son visage était livide. Est-ce que grand-mère l'a jeté ? Sa voix était si petite, comme si elle connaissait déjà la réponse, mais qu'elle avait besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui ne lui mentirait pas. Et je ne pouvais pas parler, car tout ce que j'aurais pu dire l'aurait brisé davantage. Elle a cligné des yeux très forts, puis elle s'est détournée, a marché vers sa voiture, est montée dedans, et est partie. Et je suis resté là, dans la benne, seul, serrant ce qui restait de son cœur. Je n'ai pas cherché à rouvrir de vieilles blessures ce soir-là. Je voulais juste récurer cette odeur de poubelle sur ma peau, laver la terre de mes mains, et peut-être, faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé avant le matin. Mais Ivy était déjà à la maison quand je suis arrivé. Ses chaussures étaient jetées près de la porte, son visage était vide. Elle ne m'a pas demandé si j'avais sauvé la sculpture. Elle ne m'a rien demandé du tout. Elle est passée devant moi, est allée directement dans son atelier, et a fermé la porte. Je suis resté là, tenant les restes de son cœur dans mes bras, 7 mois de sculpture, de ponçage, et de façonnage. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je me sens impuissante. J'ai nettoyé. J'ai frotté chaque trace de nourriture, chaque trace de carton mouillé. Je l'ai séché avec soin. Je l'ai remise sur son établi. Puis, je me suis assise dans le couloir, devant sa porte, et j'ai fixé le vide pendant très longtemps. Pendant que j'étais assise là, j'ai repensé à comment nous en étions arrivés là. Comment nous en arrivons toujours là. Je suis la sœur aînée. De 5 ans, pour être exact. Et pendant la majeure partie de mon enfance, je me suis senti comme une pause accidentelle, dans l'histoire de mes parents. Quelque chose qui s'est passé entre 2 contrats de mannequinat, et des promotions financières. Nous avions de l'argent. Pas une fortune extravagante, mais assez pour que notre frigo ne soit jamais vide, que notre maison ressemble toujours à un magazine, et que ma mère puisse se trouver, sans jamais avoir à se soucier de la facture d'électricité. Mon père était à peine là. De longues heures de travail. Beaucoup de voyages. Le genre d'homme qui vous achetait une poupée coûteuse dans une boutique de cadeaux d'aéroport, et appelait ça « créer des liens ». Mais il n'a jamais rechigné à être le gagne-pain. C'était son truc, être le pourvoyeur. Valeurs traditionnelles, et tout le reste.
Ma mère, Judith, en revanche, était toujours en train de réinventer sa personnalité. D'abord, elle a été mannequin. Pas du genre défilé, plutôt pour les catalogues et les publicités locales. Elle était magnifique. Elle l'est toujours, même à 65 ans. Le genre de beauté qui oblige les gens à s'arrêter au milieu de leurs phrases. Et pendant un temps, cela lui a suffi. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Quand elle est devenue trop pulpeuse, pour l'industrie, ses mots, pas les miens, elle a pivoté. Elle est devenue critique d'art. A lancé un blog. Évalué des galeries. A rejoint un groupe appelé le Club des appréciateurs d'art, un nom qui a mal vieilli. Notre maison est devenue une porte tournante pour ses amis artistes, des gens qui portent des écharpes en juillet, et qui ont des avis tranchés sur l'espace négatif. Papa n'y comprenait rien, mais il hochait la tête, souriait, et payait les factures. Je me suis souvent demandé si ma mère l'aimait, ou si elle appréciait simplement la liberté financière qu'il lui offrait, pour devenir qui elle avait besoin d'être, au cours de cette décennie. Et puis est arrivée ma sœur, Daniela. 5 ans de moins que moi. L'enfant prodige, le bébé miracle, celle avec des fossettes, du charisme, et des paillettes sur son passage. Je me disais que c'était parce qu'elle était la petite dernière, que les choses finiraient par s'équilibrer, que le fait d'être responsable, serviable et calme finirait par payer. Alerte spoiler, ce ne fut pas le cas. Daniela pouvait faire une crise de colère en plein milieu du Guggenheim, et maman appelait ça un signe précoce d'énergie expressive. Moi, je me suis fait punir un jour, pour m'être essuyé les mains sur une serviette, au lieu de les laisser sécher à l'air libre, parce que, je cite, « Tu ne sais pas ce que le tissu fait aux huiles de la peinture. » Mais j'ai encaissé. J'étais l'aîné. J'ai enduré. C'est ce que je fais. Quand mon père a pris sa retraite, les choses ont changé. Pas de la manière espérée. Les revenus ont baissé, mais pas le train de vie. Maman n'avait aucune intention de s'adapter. À la place, je me suis retrouvé, progressivement, à prendre le relais. Ça a commencé petit, aider pour les frais des fêtes, payer une facture par-ci, par-là. Puis c'est devenu plus important. Des courses, des vols, leur retraite annuelle d'artiste au Nouveau-Mexique. Personne ne m'a rien demandé ouvertement, ils n'avaient pas besoin de le faire, et je n'ai jamais dit non. Puis Ivy est née. Ma fille. Mon cœur. Mon centre. Et dès qu'elle a pu tenir un crayon, elle a dessiné des formes. Des ombres, des gens, des créatures. Elle vivait à travers les lignes, et les textures. Je ne l'ai jamais poussée vers l'art. C'était déjà en elle. Maman, bien sûr, l'a remarqué. Au début, j'étais reconnaissante. Elle emmenait Ivy dans les musées, la présentait à ses amis artistes, lui offrait des livres sur la sculpture et le modernisme. Pendant un temps, j'ai cru, vraiment cru, que ce serait différent. Que Ivy allait recevoir ce que je n'avais jamais eu. Sauf que ce n'était pas différent. C'était pire. Car Ivy ne voyait pas le favoritisme. Elle ne sentait pas la glace, dans les compliments de sa grand-mère. Elle appelait ça de l'honnêteté. Elle n'est pas méchante, disait Ivy. Elle ne sucre pas les choses, c'est tout. J'adore ça chez elle. Elle est exigeante avec moi. Elle croyait sincèrement que l'approbation de sa grand-mère valait la peine d'être poursuivie. Que si elle travaillait assez dur, si elle créait quelque chose d'assez bon, elle l'obtiendrait. Et pendant 7 mois, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a sculpté, elle s'y est investie corps et âme, a décliné des sorties, est restée éveillée tard, a rejeté ses propres premières ébauches comme une professionnelle. Elle voulait créer quelque chose de digne, quelque chose qui obligerait ma mère à s'arrêter, et à dire plus que « pas mal ». Elle l'a emballé avec soin, l'a apporté elle-même. Elle avait même inclus une lettre. Je l'ai vu l'écrire, la plier, l'insérer. Elle ne me l'a pas montré, mais j'ai vu l'expression de son visage, quand elle a scellé l'enveloppe. Comme si elle y mettait un petit morceau de son âme. Comme si c'était important. À la fête, elle a attendu le bon moment, pour présenter discrètement son cadeau. Ma mère l'a déballé, l'a regardé pendant un long moment, et a dit « c'est bien ». C'est tout. Pas de sourire. Pas de suite. Pas de « cette partie est intéressante » ou « tu as tellement progressé ». Juste. C'est bien. Ivy a souri,
a hoché la tête, a dit merci. Mais plus tard cette nuit-là, alors que nous montions en voiture, elle a demandé, tu penses qu'elle a aimé? J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a répondu, elle a dit que c'était bien, mais pas très bien. Tu penses qu'elle voulait dire que c'est un B+ ou juste un B? Elle ne plaisantait pas. Elle analysait le ton, la cadence, l'angle du sourire de ma mère. Comme si sa grand-mère était une sorte de sphinx du monde de l'art, et qu'Ivy devait simplement résoudre l'énigme pour gagner son affection. Elle n'a pas dit très, alors peut-être qu'elle pense que ça doit être amélioré. Ou peut-être que c'est juste sa façon de dire qu'elle a aimé. Qu'en penses-tu? J'avais envie de hurler. J'avais envie de lui dire que Judith n'était pas une critique. C'était une narcissique en collier de perles. Qu'aucun niveau de perfection ne serait jamais suffisant. Que, c'est bien, était probablement la chose la plus gentille qu'elle recevrait jamais. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Alors, je lui ai juste dit que j'étais fier d'elle. Que l'œuvre était magnifique. Elle a hoché la tête, et resté silencieuse un moment. Puis elle a dit, elle ne mentirait pas. Si elle n'aimait pas, elle le dirait. J'ai hoché la tête aussi, mais dans ma poitrine, quelque chose s'est brisé. Car ce qu'elle avait dit n'était pas de la gentillesse. C'était du dédain, poli pour paraître neutre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise devant la porte d'Ivy. Assez longtemps pour que la lumière du couloir vacille, assez longtemps pour que mon dos commence à me faire mal, de cette façon particulière qui vous rappelle que vos 20 ans sont bien loin. La sculpture était dans son atelier maintenant, propre, ou aussi propre que j'avais pu la rendre. La lettre aussi, aplatie entre deux carnets de croquis. Je n'ai rien dit quand je les ai posés là. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Désolé, grand-mère a traité ton amour comme du compost? Finalement, je me suis levé, j'ai fait un thé que je n'ai pas bu, fixant la fenêtre de la cuisine comme si j'attendais une tempête avec laquelle je pourrais discuter. Elle est sortie après minuit. N'a pas dit un mot. Ne m'a pas regardé. Elle est passée devant moi pour aller dans l'atelier, s'est tenue devant la sculpture, et l'a fixée comme si l'objet l'avait trahi. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Puis elle a baissé les yeux, a vu la lettre. Elle ne l'a pas ramassée. Elle a juste murmuré, elle a jeté ça aussi. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est juste retournée et a demandé, d'une voix minuscule, pourquoi m'a-t-elle fait ça? J'ai voulu répondre, parce qu'elle ne te voit jamais comme tu la vois, ou, parce que certaines personnes ne savent pas aimer ceux qui ne leur renvoient pas leur propre image comme un miroir, ou simplement, parce que c'est maman. Mais à la place, j'ai dit, je ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quoi d'autre aurait ressemblé à une excuse. Ivy a hoché la tête une fois, et a quitté la pièce. Sa porte de chambre s'est refermée avec un clic qui, je le jure, a résonné comme une grille qui se claque. J'ai fixé la sculpture. Les lignes dans lesquelles Ivy s'était investie. Les contours sur lesquels elle s'était torturé l'esprit. 7 mois de travail, enterrés sous l'ego de quelqu'un d'autre. Et là, une nouvelle pensée a germé. Froide et lente. Si elle ne fait rien de cette douleur, elle va la dévorer toute crue. Alors je suis parti. Je suis allé dans un magasin de fourniture d'art ouvert 24h24. Oui, ça existe. C'est généralement fréquenté par des adolescents, et des hommes qui prétendent que la peinture à la bombe est une philosophie. Je suis entré avec un panier et une mission. Pinceau, toile, acrylique, fusain, outils de sculpture, terre, assez de fournitures pour reconstruire la chapelle Sixtine pendant un orage. Le vendeur a haussé un sourcil. Vous ouvrez une école? Non, ai-je dit. Une guerre. Quand je suis rentré, Ivy n'était pas sortie. Je n'ai pas frappé, j'ai tout installé dans son atelier. Pas de discours, pas de pression. Juste les outils, alignés comme une invitation. J'ai laissé la porte entr'ouverte. Vers midi, elle a grincé. Ivy est apparue, toujours avec ses vêtements de la veille, des cernes sous les yeux, l'expression indéchiffrable. Elle est restée sur le seuil pendant un long moment. Puis, silencieusement, elle est entrée. A fermé la porte derrière elle. 10 minutes plus tard, j'ai entendu le premier pinceau frapper la toile. Puis de la terre être jetée sur la table. Puis le son sec de quelque chose qui se brise, suivi d'un long silence.
Puis encore du travail. Puis encore du silence. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas vérifié. Je suis juste resté dans la cuisine avec une tasse de thé que je n'ai pas touchée. Encore une fois. Le lendemain matin, elle n'avait toujours pas dormi. J'ai ouvert la porte doucement. Elle était accroupie à côté de la sculpture, les mains couvertes de peinture, les cheveux attachés avec ce qui ressemblait à un lacet de chaussure. Elle ne m'a pas regardé. Mais j'ai regardé la sculpture. Et ce qu'elle était devenue. Ce n'était plus la même pièce. Elle l'avait brisée, remodelée, en avait fracassé une partie à coups de poing, puis avait comblé les vides avec du plâtre, de la couleur, et des morceaux de papier à croquis déchirés. Il y avait de la violence là-dedans, maintenant. De l'honnêteté. Elle avait aussi intégré la lettre, déchiquetée et réarrangée sur toute la surface. On pouvait encore lire des fragments, « Je t'aime, merci de toujours me voir, je voulais que cela signifie quelque chose. » Et puis j'ai vu l'écran. Un petit cadre numérique. Diffusant en boucle une vidéo silencieuse. Je me suis approché. C'était moi. Dans la poubelle. À genoux dans les ordures, extrayant la sculpture, le visage tendu, la chemise tachée, tenant son cœur à deux mains. Ma poitrine s'est serrée. Où as-tu eu ça? Je l'avais déjà vu, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Noah l'a posté. J'ai cligné des yeux. Dans le groupe de discussion des cousins, il a dit que c'était hilarant. Tata fait les poubelles pour de l'art de pacotille. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Et les autres? Ils ont ri. Elle a essuyé son visage avec sa manche. L'un d'eux a mis un emoji raton laveur en dessous. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai demandé, alors, tu t'en es servi? Elle a haussé les épaules. Si tout le monde veut se moquer de moi, autant que ça fasse partie de l'œuvre. J'ai reculé, je l'ai regardé. J'ai regardé l'œuvre, ces fragments d'une fille essayant de transformer le rejet en quelque chose qui ait du sens. Et j'ai pensé, non. Nous n'allons pas laisser cela mourir dans un groupe de discussion familiale. L'après-midi même, j'ai loué une galerie. Un petit endroit brut, en centre-ville, qui était autrefois un garage de mécanique et qui sentait encore un peu l'huile. Parfait. J'ai apporté l'œuvre moi-même. Je l'ai installée dans un coin, sous un éclairage neutre. Je n'ai rien accroché au mur, juste la sculpture, les fragments de lettres, et la vidéo de moi dans la benne qui tournait en boucle. Une histoire en 3 dimensions. Quand Ivy est entrée et l'a vue, elle en est restée bouche bée. Tu ne peux pas montrer ça. Si, je peux. Tu n'étais pas censé le voir. Elle l'a jeté, ai-je dit calmement. Nous ne le cachons pas. Ses yeux passaient de la sculpture à l'écran. C'est personnel. Exactement. Elle s'est tue. Et puis elle a dit, sans colère, juste fatiguée, et si les gens ne comprennent pas? Ils n'ont pas besoin de comprendre, ai-je dit. Ils ont juste besoin de voir. Ce soir-là, j'ai passé quelques coups de fil. Des critiques à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des amis d'amis. Un type qui avait un jour évalué une exposition de dessins à la craie sur un trottoir, comme s'il s'agissait du Louvre. Je leur ai raconté l'histoire. Je leur ai parlé d'Ivy. Je leur ai parlé de maman. La plupart n'ont pas répondu. L'un d'eux, si. Il est passé le lendemain matin. Il a fait 2 fois le tour de la sculpture. N'a rien dit. Puis il a regardé Ivy droit dans les yeux et a dit, ça a sa place dans notre prochaine exposition. Elle a cligné des yeux. Sérieusement? Il a hoché la tête. Les gens ont besoin de ressentir quelque chose à nouveau. Ça, c'est quelque chose. Quand il est parti, Ivy s'est tournée vers moi, stupéfaite. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai haussé les épaules. J'ai sorti les poubelles. L'exposition a eu lieu 4 jours plus tard. Ce n'était pas luxueux, juste une exposition collective dans un espace urbain avec du béton fissuré, et une machine à café plus vieille que moi. Mais la salle était comble. De vraies personnes. Pas seulement des étudiants en art avec des sacs en toile, et des tatouages critiques. De vrais collectionneurs, des critiques, et une femme qui a dit le mot « viscéral » tellement de fois que j'ai commencé à compter.
Et ils n'ont pas juste jeté un coup d'œil à la sculpture d'Ivy. Ils s'arrêtaient, restaient immobiles devant elle, regardaient l'écran en boucle, lisaient les morceaux de lettres déchiquetées incorporés dans la terre. Quelques-uns ont pleuré. Une femme a murmuré, « J'ai ressenti ça dans mon estomac », et a griffonné quelque chose dans un carnet, comme si elle venait de voir Dieu. À la fin de la soirée, il y avait 3 emails demandant des commissions. Un homme a donné sa carte à Ivy, et a dit qu'il dirigeait une résidence pour artistes émergents. Et un collectionneur, un sérieux, a fait une offre. 14 000 €. En espèces. Sans condition. Ivy a fixé le chiffre comme s'il était écrit dans une autre langue. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Je fais quoi ?» J'ai dit, « Tu attends. » Elle a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Nous n'avons pas vendu l'œuvre. Pas tout de suite. Mais la nouvelle s'est propagée plus vite qu'on ne l'aurait cru. Des photos de l'exposition ont atterri sur des blogs. Quelqu'un a tweeté un extrait de la vidéo de la sculpture, avec la légende « Ça fait plus mal que je ne le pensais ». Puis un fil de discussion a tout décortiqué. Comment la grand-mère d'Ivy avait jeté sa sculpture, comment sa mère était montée dans la benne pour la sauver, comment l'œuvre vivait maintenant dans une galerie, tandis que la famille implosait discrètement en coulisses. Nous n'avons rien posté. Nous n'avons pas eu besoin de le faire. Internet a fait ce qu'il fait toujours, il a relié les points, comblé les vides, puis allumé la mèche. Tout a commencé par un titre, critique ou lâche, comment les déchets d'une grand-mère sont devenus un chef-d'œuvre à 14 000 €. Puis le sous-titre, elle a dit que c'était le bien. Le monde de l'art a dit que c'était transcendant. Pas de nom. Pas de citation directe. Mais il n'avait pas besoin de nom. Quiconque avait passé plus de 5 minutes à observer notre arbre généalogique, ou suivait le blog de maman, ou sa chronique dans ce magazine trimestriel de galeries hors de prix, savait exactement de qui on parlait. Ma mère. L'oracle autoproclamé du monde de l'art. La femme qui m'avait dit un jour que mon centre de table de mariage avait l'air, visuellement anxieux. Maintenant, grâce à son incapacité à montrer le minimum de chaleur humaine, elle était devenue un mème. Un article l'a qualifiée de « grand-mère incapable de reconnaître la grandeur », même si elle se tenait en sanglots dans son allée. Un autre a surnommé Ivy, l'artiste des rebuts. Pour une fois, je n'ai pas corrigé l'orthographe quand quelqu'un m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était désolé pour la situation. Les appels d'excuses ont commencé en premier, de la part de parents, puis d'amis artistes, puis d'inconnus qui se souvenaient de maman lors d'un événement en galerie, il y a 10 ans. Les gens demandaient si c'était vrai, si c'était mis en scène, si c'était une expérience artistique. C'est là que j'ai su que la tempête arrivait. 2 jours plus tard, elle est arrivée. Maman et papa. À ma porte. Comme un jour de jugement en pantalon beige, et écharpe de soie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai laissés sonner 3 fois. Puis, j'ai ouvert juste assez pour leur rappeler que c'était toujours ma maison. Maman a forcé le passage quand même. Papa a suivi. Bien sûr. Elle était furieuse. De cette fureur aux lèvres pincées et aux joues rouges, qui signifie que j'allais être accusé d'une trahison plus grave qu'un meurtre, mais légèrement moins importante que de retapisser ses chaises de salle à manger sans permission. Tu dois arranger ça, a-t-elle lâché. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Bonjour à vous aussi. Elle a jeté un exemplaire du Journal of Visual Culture sur ma table. La sculpture d'Ivy était en couverture, avec en gras, l'objet blessé comme vérité. Ils me traitent de sans-cœur, a-t-elle dit. Ils disent que je suis hors sujet, dépassé. Eh bien, ai-je dit, l'un de ces points est une question d'opinion. Elle n'a pas ri. Papa s'est raclé la gorge, comme s'il allait tenter la diplomatie. Il a ouvert la bouche, mais maman l'a coupé d'un geste de la main. Tu vas faire une déclaration publique, et dire que c'était un malentendu, a-t-elle ordonné. Que la poubelle était symbolique. Que je ne l'ai jamais jetée. Que c'était un projet prévu entre Ivy et moi. J'ai cligné des yeux. Attends, tu me demandes de mentir, ou est-ce que tu es en train de te mentir à toi-même aussi? Elle a tressailli, puis s'est reprise. C'était un exercice de critique, a-t-elle poursuivi, les yeux brillants. Un défi artistique. Je la guidais. J'ai toujours cru en son potentiel. J'ai laissé cette phrase flotter un moment, comme un parfum gâté.
Puis j'ai dit, maman, tu n'as pas jeté son art pour l'inspirer. Tu l'as jeté parce que tu pensais que ça n'avait aucune importance. Elle s'est tue. Ce silence bref est dangereux. Puis, on m'exclut de tout. Très bien. On ne peut plus payer l'hypothèque, a dit papa doucement. On y était. Je l'ai regardé. Ce n'est plus mon problème. Il a cligné des yeux. Tu nous aides depuis des années. Oui, ai-je dit. Et puis ta femme a jeté l'âme de ma fille dans une poubelle. Alors, j'ai arrêté. Maman a fait un pas vers moi, comme pour livrer un grand monologue, mais je l'ai devancé. Vous voulez un communiqué de presse? En voici un, je vous coupe les vivres. Financièrement. Émotionnellement. Légalement, s'il le faut. C'était votre choix. Tu nous punis, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit, je refuse juste de continuer à prétendre que vous ne vous êtes pas infligé cela tout seul. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas senti coupable. Une semaine plus tard, la sculpture d'Ivy a été invitée à une exposition collective à New York, puis une autre à Berlin. Ensuite, quelqu'un a demandé si elle pouvait faire une série d'impressions limitées des fragments incorporés, et de la boucle vidéo. Elle n'avait même pas fini sa 2e année d'université. Cette offre à 14 000 €? Nous l'avons refusée. Finalement, l'œuvre s'est vendue pour 32 000 € à un collectionneur, qui l'a qualifiée de « l'œuvre la plus émotionnellement honnête que j'ai jamais vue de la part de quelqu'un de moins de 25 ans ». Ivy n'y croyait pas. Elle n'y croit toujours pas, vraiment. Mais elle a recommencé à dormir. Et à manger. Et à dessiner des choses, juste parce qu'elle en avait envie. Et puis, juste au moment où je pensais que la poussière allait retomber, nous avons reçu une notification légale. De ma sœur, Daniela. Évidemment. Son email ressemblait à une présentation PowerPoint mesquine. Son fils Noah, prétendait elle, avait filmé la vidéo qu'Ivy utilisait dans la sculpture. Cela en faisait sa propriété intellectuelle. Elle réclamait 30% des bénéfices rétroactivement. Ma phrase préférée? En tant que sa tutrice légale, je suis obligé de protéger ses droits créatifs. J'étais en train de rire quand j'ai reçu le second courrier. De maman. Revendiquant la copropriété de la sculpture, au motif qu'elle était le reflet de leur relation partagée, et qu'aucune œuvre d'art n'existe dans le vide. Elle soutenait qu'elle était un catalyseur nécessaire, et que sans elle, l'art n'existerait pas. Je voulais encadrer ça, et l'accrocher dans une galerie, avec pour étiquette, narcissique sous une lumière naturelle. Alors, nous avons pris des avocats. Ivy a pleuré le soir où nous avons déposé la réponse. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que la trahison semblait si calculée maintenant. Comme s'ils n'avaient pas seulement jeté son travail, mais qu'ils essayaient maintenant de profiter de ses décombres. Le procès n'a pas duré longtemps. Noah avait posté la vidéo lui-même, dans un groupe de discussion avec 16 parents. Sans filigrane, sans avis de droit d'auteur, sans restriction. Juste un clip tremblant de moi dans les ordures, avec la légende « Ma tante est vraiment dans la benne, MDR ». L'avocat de Daniela a essayé de soutenir que c'était toujours sa propriété intellectuelle. Le nôtre a répondu « Certes, mais Ivy ne l'a pas volée. Elle l'a utilisée comme élément d'une œuvre d'art plus vaste et transformatrice. C'est un commentaire. C'est une expression émotionnelle. C'est de l'usage équitable. » Le juge a été d'accord. Il a dit quelque chose comme « C'est de l'art, pas du piratage », et a rejeté toute l'affaire, comme si elle appartenait à la même benne d'où j'étais sorti. Le cas de Daniela s'est effondré avant même d'avoir commencé. Quant à maman? Le juge lui a posé une question, avez-vous sciemment jeté la sculpture de votre petite fille, et la lettre qui l'accompagnait? Elle a essayé de noyer le poisson à nouveau. A parlé de performance artistique. D'une méthode d'enseignement tacite. Le juge l'a coupé. Il a statué que l'œuvre d'Ivy était clairement transformatrice et autobiographique, et que toute inspiration fournie était un dommage émotionnel involontaire, et non une collaboration créative. Verdict, 100% des profits et des droits pour Ivy. Pas d'appel. Pas de délai. C'est apparu sur les blogs le lendemain. Artnet, hyperallergique. Quelques analyses sur TikTok.
Un titre sortait du lot, de la muse à l'erreur, la grand-mère qui a essayé de breveter le rejet. Daniela a cessé de répondre aux appels. Maman est devenue silencieuse. Son blog n'a pas été mis à jour depuis. Mais Ivy? Elle est de retour dans son atelier. Elle travaille sur quelque chose de nouveau. Pas de débris cette fois. Pas d'écran. Juste ses mains, et la terre. La dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil, elle m'a souri. Un vrai sourire. Pas de la gratitude. Pas une recherche d'approbation. Juste une présence. Ce qui, pour nous, pourrait bien être l'art le plus radical de tous. 3 ans ont passé. Ivy a obtenu son diplôme avec mention. C'est une artiste professionnelle maintenant, avec son propre atelier, ses propres étudiants, et un calendrier rempli de commandes. Elle enseigne à mi-temps dans la même université qui l'effrayait autrefois. Apparemment, la peur ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui a traversé pire qu'un cercle de critiques. Nous n'avons pas de nouvelles de mes parents. Ni de Daniela. Pas directement. Mais les rumeurs circulent. Ils ont vendu la grande maison. Ils ont emménagé dans quelque chose de modeste en banlieue. Maman a été vue travaillant à temps partiel dans la boutique de cadeaux d'une galerie. En train de plier des cartes postales, à côté de reproductions d'artistes qu'elle avait l'habitude de critiquer. C'est poétique, en un sens. Et nous? Nous allons bien. Mieux que bien. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin, ou juste assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche.